Pour réaliser cette étude, nous avons constitué un groupe de travail avec les représentants de sociétés d'assurance et conduit un certain nombre d'entretiens avec les organisations syndicales. Dans tous les cas, nous avons débuté nos entretiens par une question très ouverte. Qu'est-ce que ce mot vous évoque, l'agilité? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? À l'issue de ces entretiens, l'image de l'agilité ressemblait à un kaléidoscope. Comme on pouvait s'y attendre, chacun voyait l'agilité à sa montre, ou plutôt à sa fenêtre. Méthode de développement des projets pour les uns, nouveau design de l'organisation pour les autres, transformation des attitudes et des comportements, défi de nouvelles postures professionnelles pour d'autres encore. Très vite, il est apparu que le mot agilité était multifacette. Il nous a semblé cependant que ce foisonnement de perceptions participait d'un seul et même phénomène. Si cette hypothèse était exacte, alors il fallait ne rien laisser de côté, mais essayer de tirer tous les fils d'un écheveau complexe ensemble. Vous jugerez à la lecture du rapport si nous avons réussi. En tout cas, c'est ce que nous avons tenté de faire. Après la première réunion du groupe de travail, il est apparu que les témoignages des participants pouvaient être regroupés en deux grandes familles. Il y avait ceux qui, en raison de leur fonction et ou de leur entreprise, parlaient de l'agilité en termes de modèle. Modèle de développement des projets dont les valeurs et principes ont été proclamés il y a une vingtaine d'années dans le manifeste Agile, mais aussi modèle de nouvelle architecture de l'organisation, d'un nouveau cadre de collaboration pour les individus et les équipes. Des modèles qui, depuis le stade d'expérimentation locale jusqu'au déploiement à l'échelle de l'entreprise tout entière, étaient pensés comme cible à atteindre, plan de transformation à mettre en œuvre. Et puis, il y avait un second groupe de personnes pour qui l'agilité évoquait tout autre chose. Et d'abord, l'expérience humaine d'un nouveau travail ensemble. Nous étions là davantage dans l'univers du contenu et des rythmes de l'activité, des manières d'interagir entre équipiers et collègues. Par contraste avec l'agilité de modèle, nous avons appelé cette agilité-là, agilité expérience. Elle concerne à des degrés divers l'ensemble des métiers et des salariés de l'assurance. La plus éclatante illustration de cette agilité expérience reste ce basculement du 16 mars 2020 où, par leur agilité, les 150 000 salariés de la branche se sont découverts capables d'accomplissements qu'une semaine plus tôt, ils n'auraient jamais pensé atteindre. C'est autour de ces deux pôles, agilité modèle et agilité d'expérience, que nous avons conçu notre rapport d'étude. C'est aussi ces deux facettes qu'illustreront tout à l'heure les deux tables rondes qui suivent, mais avant cela, plantons le décor de chacun de ces deux domaines. Blaise Barbance est chargé de mission RH au sein de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Il était l'un des participants à notre groupe de travail. Il n'est pas un spécialiste du mode, des méthodes ou organisations agiles. Ce qui l'intéressait, lui, c'était de savoir ce que les termes agilité pris au sens commun évoquaient pour des collaborateurs non spécialistes. Et pour cela, il a réalisé sa petite enquête. Bonjour, je m'appelle Blaise Barbance, je suis chargé de mission RH à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne sur 3 volets, la QVT, la GPEC et le télétravail. Donc effectivement, la notion d'agilité m'a tout de suite intéressé, même si elle est encore un peu floue pour moi. Est-ce que c'est une aptitude? Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est une mode? Donc j'avais voulu en savoir un peu plus et j'ai interrogé un certain nombre de collègues des services ressources humaines, organisation, et puis surtout dans les métiers opérationnels. Donc j'ai interrogé des personnes dans l'univers commercial, que ce soit en agence ou des commerciaux itinérants, des conseillers relations à distance, et puis des conseillers spécialisés en souscription ou en sinistre. Voilà, donc une petite étude qualitative que Blaise a réalisée, sans prétention scientifique, mais non sans éclairage, comme la vidéo suivante va nous le montrer. Alors, quand on interroge les personnes, le terme d'agilité résonne assez facilement et il renvoie à la fois une dimension qualitative parce que ça évoque l'établissement de liens, de connexions, mais aussi à une dimension quantitative pour rechercher de l'efficacité, de la performance. Alors, du côté des commerciaux, ce qui ressort en priorité, c'est une forme d'agilité très relationnelle.
Ils sont en contact avec des clients, en proximité, avec d'autres réseaux, avec les back-office, avec des partenaires. Donc c'est cette dimension de relation qui prend vraiment toute son importance. Alors que pour les métiers plus techniques d'assurance, bah, l'agilité, justement, elle est évoquée sur ce registre technique pour s'adapter aux différents applicatifs, aux règles de gestion, à des expertises qu'il faut acquérir et sans doute aussi transmettre. Euh, et pour terminer, les plus agiles dans l'entreprise sont sûrement les salariés qui travaillent dans la relation client à distance. C'est là qu'on a les populations les plus jeunes, des personnes qui sont très multitâches, qui pratiquent beaucoup la polyvalence, qui ont à naviguer entre plusieurs outils et qui ont le plus besoin de souplesse, de réactivité par rapport aux clients. Donc au-delà de ces différences, ce qui m'a frappé, c'est quand même le partage d'une trame commune autour de l'agilité, parce que tout le monde est quelque part conseiller client. Donc dans l'écoute, dans la qualité de service, en tout cas la recherche de cette qualité, et puis un besoin de synergie parce qu'on est dans un contexte omnicanal, donc il faut s'adapter à toutes les demandes, toutes les situations. L'agilité a aussi été évoquée en relation avec d'autres termes qui sont revenus très fréquemment. Je vais en citer trois. Le premier, c'est la notion d'accélération. L'agilité, ça se vit sur le terrain, c'est de l'action, c'est pas de la théorie. Le deuxième aspect, c'est que l'agilité, ça renvoie souvent à une notion de décloisonnement parce qu'on a besoin de s'ajuster, de répondre aux demandes, on a besoin de transversalité pour mener des projets, on a des nouveaux outils aussi de communication à distance, des nouveaux environnements de travail qui vont dans le même sens. Et pour finir, on a souvent évoqué autour de l'agilité les notions de coopération ou de coordination, ça dépend un peu des cas, parce qu'on a besoin de réponses fermes, validées, on a besoin aussi de discussions plus informelles. Donc il n'y a pas forcément un cadre très rodé, très fixe sur comment pratiquer cette coopération, mais on est vraiment dans des logiques constructives. Voilà. Alors après ces différentes manifestations de l'agilité, une question venait assez naturellement. Cette agilité est-elle souhaitée, est-elle espérée ou est-elle crainte? Oui, alors un désespoir, c'est peut-être de se dire qu'avec la crise sanitaire à partir de mars 2020, on a vécu une période particulière dans laquelle il y a eu de l'agilité parce que l'entreprise a réagi de manière très rapide et s'est adaptée à la situation. Il y a eu plein de cellules de crise, il y a eu le protocole sanitaire, beaucoup de réunions avec les partenaires sociaux, une généralisation du télétravail. Les managers ont joué un rôle régulateur extrêmement important et ça a autorisé finalement une forme d'agilité très pragmatique pour trouver de nouvelles organisations, de nouvelles façons de fonctionner et assurer la continuité de service. Alors en même temps, à la sortie de cette période, on peut se dire qu'il y a aussi des risques d'un excès d'agilité finalement. J'en ai entendu trois principaux. Tout ce qui tourne autour du changement permanent, du zapping, d'un sujet à l'autre et finalement de la perte de certains repères qui déstabilisent. Il peut y avoir aussi un risque d'épuisement des personnes parce qu'il y a une sorte de trop-plein, de frénésie d'action, de projets qui se superposent et qui bloquent finalement. Et puis, pour finir, un risque d'asphyxie qui est possible aussi et qui fait partie des craintes parce que on a l'impression d'être sollicité par des interlocuteurs multiples, d'avoir un accès à l'information qui devient plus difficile tellement elle prend de l'ampleur et on a du mal à s'y retrouver.
Entre les espoirs et les craintes, tout va dépendre finalement des expériences des personnes au travail, de leur expérience agile. Est-ce qu'on arrive à trouver une forme d'équilibre pour sortir de la routine, pour acquérir de nouvelles compétences, pour renforcer l'autonomie de chacun, tout ça dans un cadre quand même suffisamment raisonnable et qui, en termes de rythme, conviennent et puissent s'adapter aussi à chacune des personnes au travail. Voilà pour un témoignage de l'agilité expérience. Et puis à côté de cette agilité expérience, il y a l'agilité des modèles. Cette agilité des modèles qui se décline de bien des manières, mais qui dans sa forme la plus aboutie présente 5 grandes caractéristiques. D'abord, une nouvelle catégorisation des activités. Deuxièmement, l'adoption d'une organisation matricielle. Par ailleurs, on passe du process à l'équipe avec une autre focale de l'organisation efficace. De plus, on observe l'introduction de nouvelles fonctions et de nouveaux rôles. Enfin, on observe une codification de l'activité collective dans des équipes sans hiérarchie. Ces 5 caractéristiques seront illustrées tout à l'heure dans la première table ronde. Arrêtons-nous simplement un instant sur les 2 premières. D'abord, une nouvelle caractérisation des activités de l'entreprise. Dans ce modèle, il y a des activités dites produits et des activités dites opérations. Selon le manuel d'une entreprise, les activités dites produits, dites opérations, sont en général stables et ont pour caractéristique d'être répétitives et prévisibles. Par contraste, les activités dites produits renvoient à l'univers de la conduite de projets singuliers dont les livrables ne peuvent être précisément définis à l'avance. On peut ici faire une observation. Sur la période 2000-2015, la rationalisation de l'assurance a essentiellement porté sur l'optimisation des activités de process dans des structures dites opérations, centres d'accueil téléphonique, souscription, indemnisation. Sans naturellement que ces investissements aient cessé, c'est la rationalisation des activités de projet ou de produits, selon la nouvelle terminologie, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Tout ce que nous allons voir maintenant sur l'agilité des modèles porte exclusivement sur les activités produits, c'est-à-dire ces activités dont la nature est la conduite de projet. Deuxième caractéristique, l'adoption d'une structure matricielle, que nous allons illustrer à partir d'un des modèles types emblématiques de la transformation agile. Les squads qui s'affichent à l'écran, ou équipes, constituent la brique de base de ce système. La taille de chaque squad est bridée à une dizaine de personnes. Elle doit favoriser un optimum d'interaction et de dynamique collaborative. Chaque squad colocalise les compétences nécessaires au produit au sens défini tout à l'heure. Première rupture, c'est la mission à réaliser qui définit les expertises de l'équipe. Dans ce dispositif, l'unité cesse d'être fonctionnellement monocolore. Pour le développement d'un contrat d'assurance, on réunira par exemple des profils marketing, SI, actuariat, juristes, dans une même équipe, travaillant sur un même plateau ou autour d'un même field Teams. Naturellement, les projets importants requièrent la mobilisation de plusieurs squads regroupés alors en tribus. Le point qui suit est important. Tous les équipiers réunis dans la squad demeurent rattachés hiérarchiquement à différents centres de ressources, aussi dénommés chapitres ou équipages. Par exemple, le marketing pour l'un, les SI pour l'autre ou l'actuariat pour un troisième. C'est une deuxième rupture. Dans cette configuration, chaque collaborateur s'inscrit dans un double réseau d'appartenance, les collègues de sa squad pour l'activité courante, le manager de son centre de ressources et d'expertise pour la fixation des objectifs, sa rémunération, son évolution de carrière. En plus de ces précédentes appartenances, les collaborateurs peuvent également librement rejoindre des guildes ou communautés d'intérêt transversales
aux squads et aux tribus. Alors, voilà pour le modèle. Mais qu'en est-il vraiment dans la vie réelle? Pour nous en parler, nous allons rejoindre à Niort Karine Perfiche et Sébastien Bouteiller. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Sébastien, vous êtes en charge de la prospective des métiers et des compétences à la Maïf et à ce titre, un partenaire RH de ces nouvelles structures agiles. Karine, vous intervenez comme coach agile à l'intérieur de ces structures agiles. Karine, nous avons vu le modèle, mais dans la vraie vie, est-ce que vous pouvez nous dire comment tout cela fonctionne? Alors, ce qui est important au tout départ, c'est que les équipes soient alignées sur leur mission. C'est pas toujours simple. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'elles nous disent, enfin, qu'elles sachent pourquoi elles sont rassemblées en squad, en tribu, quelle est leur raison d'être, qu'est-ce qu'elles cherchent à accomplir. Et pour cela, en fait, elles se font accompagner de business owners qui vont les aider qui vont leur donner une orientation stratégique et, et ainsi pouvoir aider les équipes pour travailler leurs produits. Ensuite, un autre élément qui est important, c'est de poser des règles d'équipe. Des règles d'équipe, des règles de tribu qui sont basées sur l'agilité. Et au tout départ, on a commencé par des expérimentations, notamment donc à la DSI. Et donc chacun au départ a mis en place ses règles et au fur et à mesure de ces expérimentations, les règles ont tendance à s'harmoniser. Ensuite, donc on a nos équipes. Les équipes, elles vont s'organiser à partir de méthodes agiles. Donc chez nous, on utilise surtout Scrum, Kanban, un peu de Lean. Et puis on a des nouveaux rôles donc qui sont apparus, les rôles de product owner, le rôle d'agile master. On a fait le choix de bien travailler le sens des rituels avec les collaborateurs pour qu'ils puissent finalement adapter ces méthodes à leur propre contexte sans dénaturer finalement l'apport de l'agilité. Alors, tout ça, c'est pas toujours simple. Donc, les équipes, elles sont autonomes, mais elles ne sont pas non plus indépendantes. Il faut gérer les adhérences entre les tribus. Adapter un contexte budgétaire qui n'est pas forcément très agile pour l'instant. Merci Karine. Donc il y a ces rituels, ces outils, plus quelqu'un qui tient une place essentielle, c'est l'Agile Master. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son rôle? Alors oui, chez nous, on a fait le choix de ne pas parler de Scrum Master, mais bien d'Agile Master, parce qu'on utilise le Scrum. L'Agile Master, c'est un rôle qui est indispensable pour accompagner l'équipe, mais aussi le Product Owner pour aider l'équipe à s'auto-organiser, à se responsabiliser. Pour ça, le Product Owner, il va avoir plusieurs rôles. Il va être garant de la méthode. Il va aussi assurer les rituels, enfin, s'assurer que les rituels soient compris et maîtrisés par les différents équipiers. Et on a aussi, nous, en interne, travailler des repères agiles propres à la Maïf. Et donc, voilà, l'Agile Master, il va vraiment aider les équipes à se rapproprier ces repères. Il est aussi un facilitateur pour l'équipe. Il va vraiment aider l'équipe à lever ses obstacles, enfin, ses problématiques, ses obstacles, aider à s'auto-organiser. Il va aussi parfois être la personne qui va dans certains rituels au niveau de la DSI. Et puis, il est là aussi pour s'assurer du bien-être des équipes. Et tout ça pour qu'on ait un collectif qui soit performant. On a eu des exemples de tests sans Agile Master et chez nous, ça a été un échec. Nous, souvent, ce qu'on aime bien en parlant de l'Agile Master, c'est prendre l'exemple du sport, par exemple, de l'image de l'aviron, où on a notre bateau avec notre équipe et puis on a le barreur et souvent, on dit l'Agile Master, le barreur. Et aider l'équipe si on voit qu'il y a un rameur qui est en difficulté,
Et ben là, le rôle d'Agile Master, c'est vraiment de diriger l'équipe, d'aider l'équipe, enfin de guider l'équipe. Et il a un autre rôle aussi, c'est qu'il est aussi ambassadeur chez nous de la synchronisation à l'échelle. Et donc, il aide les collectifs à échanger. Et puis, il va aussi aider les PO à communiquer ensemble quand ils ont des adhérences entre leurs produits. Alors tout cet investissement pour que chacun au sein de l'équipe trouve sa place. Oui, exactement. C'est nécessaire dans ces modes de fonctionnement que chacun trouve sa place et comprenne aussi la place des autres pour réussir ensemble. La responsabilité, donc, c'est l'affaire vraiment de tout le monde et pas que, enfin, vraiment de tout le monde. Et pour ça, ça implique aussi pas mal de changements de posture, à la fois de certains collaborateurs, peut-être de pas rester sur son domaine de compétences et d'expertise, mais vraiment de s'ouvrir aussi à ce que peuvent faire les autres à côté. Et puis aussi, au niveau du management, c'est aussi du lâcher prise. Alors à côté de l'Agile Master, il y a un autre personnage clé, c'est le Product Owner que vous appelez PO, je crois, dans votre langage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de lui, s'il vous plaît? Alors, chez nous, le PO, c'est un rôle. Alors, ce n'est pas le responsable de l'équipe parce qu'au tout départ des expérimentations, c'est vrai que ça a été un petit peu interprété comme ça chez nous. Le PO, c'est vraiment quelqu'un qui va porter le produit, qui va aller travailler avec ses clients, ses parties prenantes, mais aussi avec son équipe. Et donc, son rôle, ça va vraiment être de prioriser parmi toutes les demandes qu'il peut avoir. Alors, c'est pas toujours simple parce que parfois, faut dire non parce qu'on peut pas tout faire, parce que faut dire peut-être à plus tard. Et quand on a parfois des échéances qui nous sont imposées, eh bien, c'est pas évident. Alors personnellement, j'ai eu l'occasion moi d'accompagner une PO qui est une ancienne chef de projet qui gérait des plannings. Et c'est vrai que elle était dans une squad qui était sans tribu. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la tribu et de la business owner, ça lui a permis de prendre de la hauteur pour finalement prioriser vraiment son produit, travailler vraiment son produit. Et tout en gardant des bons retours clients. Peut-être un point sur lequel on peut revenir, c'est sur la notion de fonction ou de rôle. Aujourd'hui, nous, ça fait partie des questions clés qui ont généré beaucoup d'échanges en interne et qui continuent encore à susciter beaucoup de discussions. On a essayé d'avoir une règle qui s'applique, qui vaut chez nous, potentiellement à la ministre, mais potentiellement pourrait également s'appliquer ailleurs, qui est de se dire quels sont les critères qui vont être déterminants pour se dire qu'on est sur un rôle versus une fonction. Et on a décidé, en plus, d'avoir une réponse différente selon les cas. Concrètement, pour l'Agile Master ou le responsable de tribu, à la manif, on a fait le choix de considérer que c'était des fonctions. Pourquoi des fonctions? Parce que quel que soit limite le produit ou les produits, le collaborateur qui est Agile Master ou qui est responsable de tribu peut réaliser les mêmes activités au sein de telle ou telle tribu. Ce qui est, à l'inverse, pas possible pour un product owner ou un business owner. C'est d'abord parce que ces derniers ont un background métier suffisant, qui sont en capacité soit de représenter le business, soit de porter un produit. Si on fait une petite illustration parlante, je pense pour tout le monde, c'est on n'imagine pas aujourd'hui un acteur de la DRH être product owner d'une brique technique du système d'information. Et à contrario, on n'imagine pas aujourd'hui un acteur de la DSI porter un produit du type recrutement, que ce soit temps parcours, voire même, d'ailleurs, outillage. Mais vraiment sur ces deux pans. Karine, un Agile Master, donc un Product Owner, des équipiers dans une squad d'une dizaine de personnes, sans responsable hiérarchique. Dans tout ça, que deviennent les managers?
Alors nous, les managers, le rôle des managers, alors au niveau de la DSI a été décentralisé. On a créé les responsables d'équipage, qui sont pour le coup les responsables hiérarchiques des personnes de la DSI qui sont dans les squads. Et là, les managers là vont vraiment se concentrer sur la montée en compétence des collaborateurs. Et puis, on va aussi aller les chercher pour lorsqu'on a besoin de compétences dans une squad ou dans une équipe. Après, on a certains managers qui sont passés responsables de tribu. Et puis, on en a d'autres qui sont passés aussi business owner. Alors, cette organisation est appliquée dans la Maïf. Aujourd'hui, donc c'est plutôt à la DSI. Peut-être parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau des SI, il y a une culture de projet. Il y a peut-être plus la culture de projet qui fait que la marche était peut-être un petit peu moins haute. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est vraiment l'éclatement des rôles managériaux. Dans une organisation full agile, comme disait Karine, côté DSI, on parle de responsables d'équipage qui vont avoir un rôle de ressources managers. On n'est pas de façon péjorative, c'est-à-dire que c'est eux qui sont vraiment là pour allouer les ressources au service des squads et des tribus, qui vont être également en charge de développer leurs collaborateurs et d'être le manager hiérarchique de chaque salarié qui va composer l'équipe. À côté de ça, on va retrouver toute la responsabilité autour du delivery qui de fait est déportée sur le responsable de tribu, puisque lui, c'est va être le facilitateur, le chef d'orchestre des différentes tribus. Et c'est lui qui va être objectivé ensuite sur la production et sur ce que vont délivrer les différentes squads autour de chacun des produits. Et puis enfin, on a un dernier pan des rôles managériaux, qui est celui de l'harmonisation des pratiques, qui, alors, on va dire dans la théorie, est plutôt dévolu à ce qu'on appelle un responsable de guilde. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose sur lequel on est très avancé. On l'a parce qu'on a souvent des équipages qui regroupent suffisamment de personnes d'une même fonction où ça a un sens d'harmoniser les pratiques, mais on dépasse assez rarement aujourd'hui ce périmètre. Ça fait partie des axes d'amélioration qu'on peut avoir chez nous. Et ça, c'est vraiment une vision alors full agilité au sein de la DSI. Si on ressort un petit peu pour les autres entités métiers chez nous, on a des organisations plus classiques. On n'a pas la même maturité au sein de l'entreprise. Et on se doit de fait de faire cohabiter ces deux modèles, agile dans l'organisation et le modèle plus historique, plus classique. Alors, on a compris que le membre de la squad restait rattaché à un responsable hiérarchique qui, lui, ne fait pas partie de la squad. Pour la fixation des objectifs, l'évaluation de la performance, les entretiens annuels, comment cela se passe en pratique? Alors, je pense que par pas de risque, on est dans la même logique que pour la filière historique de gestion des projets, concrètement. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un échange tripartite entre le collaborateur qui lui travaille au sein d'une squad ou d'une tribu, éventuellement, son responsable d'équipage, qui est son manager hiérarchique, et puis le responsable de la tribu. Et cet échange tripartite va permettre, de fixer les objectifs, de réaliser également l'évaluation du collaborateur par rapport aux attendus qu'il pouvait avoir au sein de l'entité, au sein de sa structure. Et puis, dernier point aussi, c'est de convenir de l'ensemble des éléments et des besoins de formation qui doivent permettre aux collaborateurs d'être au bon niveau de compétence. Et là, tout l'intérêt, c'est que nous, côté DRH, on soit acteurs du sujet pour être facilitateurs dans le déploiement de cette démarche. Alors, une question pour Karine. Karine, une squad, c'est un organisme vivant. Une fois qu'elle est constituée, il arrive naturellement que des gens en partent. Que fait-on alors et quel est votre retour d'expérience en la matière? Alors, ce qui est important pour nous, c'est vraiment essayer d'anticiper ces départs et de voir sur quelle compétence va être amenée à partir. Ce qui est important, nous, c'est vraiment l'Agile Master a un vrai rôle à jouer avec le responsable de tribu.
pour trouver derrière la bonne ressource. Donc, il va aller ensuite s'adresser donc à nos responsables d'équipage. Parfois, on fait aussi appel directement aussi à la squad pour les entretiens parce qu'on cherche vraiment. Je vais donner un exemple. Hein, si on cherche un Agile Master, par exemple, ou un PO, on cherche vraiment un binôme. Donc, pour nous, c'est important aussi que l'équipe, que les personnes se sentent bien. Et puis, parfois, il y a aussi, parce qu'on a eu des gens aussi de la squad qui ont voulu aussi changer de rôle, hein, par exemple de prendre un rôle de product owner. Donc ça fonctionne. Ce qui est important, c'est de se dire quand même, quand il y a des changements, il faut prendre ce temps de se reposer en équipe, de refaire un petit peu le collectif pour bien restabiliser l'équipe. Sébastien, une dernière question. D'un point de vue RH, quels sont les défis spécifiques que ce type de structure pose à la fonction ressources humaines? Je dirais que le principal défi, c'est de faire cohabiter deux modèles. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, on a chez nous, côté Manif, une DSI qui est vraiment dans une bascule vraiment un élan assez important. Et puis, on a l'organisation plus classique qui perdure et qui, de toute façon, perdurera dans le temps. Donc, pour nous, le principal challenge, c'est d'allier une vision hiérarchique de l'organisation avec des fonctions que l'on connaît depuis des années côté DRH, avec une autre vision, cette fois-ci plus matricielle, et où on va avoir une nouvelle notion, cette notion de rôle. Et aujourd'hui, nos outils historiques, hein, côté CRH, ne permettent pas d'avoir cette double vision. Et, alors, de l'autre côté, on est en train de développer, à côté de notre CRH, une brique qu'on appelle le référentiel des organisations, qui vient justement pour essayer d'harmoniser et de fournir une vision globale de l'ensemble de l'organisation, qu'elle soit hiérarchique ou non, et de l'ensemble des rôles, qu'ils soient fonctions ou autres, liés à l'agilité, mais également sur d'autres pans de l'activité, d'autres missions que l'on peut avoir au sein de la Manif. Merci beaucoup Sébastien et Karine de ce témoignage très précis. Pendant que vous parliez, on recevait des questions sur le chat. Norbert va se faire le porte-voix de quelques-unes d'entre elles. Un collaborateur, ça a déjà été abordé, mais une question un peu plus précise. Un collaborateur sans responsable hiérarchique, point d'interrogation. Comment se passe la fixation d'objectifs, les évaluations, le plan de formation, etc. Avec un complément de questions derrière qui est de considérer aussi que parfois le collaborateur est tributaire des livrables du non hiérarchique. Donc comment est-ce que tout ça se coordonne-t-il dans cette nouvelle forme d'organisation et de management? Est-ce que vous avez bien entendu la question? Oui, très bien, très très bien. Peut-être le premier point à préciser, c'est que le collaborateur qui, dans un environnement agile, a toujours un manager hiérarchique. Hein, ça, de toute façon, ça ne changera pas, il aura toujours un manager hiérarchique, avec qui il doit toujours avoir des échanges réguliers. Échanges réguliers par rapport à son activité, échanges réguliers par rapport à son... Tout à l'heure, je disais que cet échange, nous, c'est quelque chose qu'on a volontairement poussé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit acteur dans le développement du collaborateur. Et comme il était dit dans la question, hein, c'est bien le responsable de tribu qui est en capacité d'avoir la vision sur les livrables fournis par le collaborateur. Et c'est bien lui qui va devoir apporter cette vision-là. De cet échange, ça connaîtra après les possibilités, la reconnaissance du collaborateur. Alors une autre question de Christophe qu'on salue, qui nous dit on assiste quand même parfois à un déséquilibre lors des entretiens où le salarié se retrouve face à son responsable hiérarchique et son responsable de projet. Avec complément de questions aussi, une problématique de reconnaissance des salariés qui peuvent avoir une responsabilité managériale lors d'un projet. Et la question, c'est que se passe-t-il à la fin de ce projet? Comment valorise-t-on l'expérience acquise? Donc on a les deux volets de la question en une. Ce qui est intéressant, je pense que dans la question, il y a déjà des premiers éléments de réponse. Déjà, on parle de projet. Alors,
alors que nous, du coup, on parle d'un environnement agile où on est plus dans la durée. Et en disant ça, dans cette dimension projet, déjà, on note le fait que ça existait déjà avant. Cette notion d'un interlocuteur, un acteur qui prend un moment, une mission dans le cadre d'un projet. Mais nous, c'est pas simplement une mission dans le cadre d'un projet, c'est un peu plus long. Et de toute façon, alors, après, c'est un parti pris. Hein, je ne dis pas que c'est forcément la bonne solution. En tout cas, c'est ce que nous, on applique côté Maïf. Hein. C'est que quand on parle d'un rôle, ce rôle va être matérialisé lors de l'entretien individuel entre le collaborateur et son manager comme faisant partie intégrante de ses objectifs de l'année. Et c'est à partir de là, justement, où il va pouvoir être évalué, objectivé, hein, et ensuite avec l'aide du responsable, et ensuite reconnu. Alors chez nous, hein, dans le cas des entretiens que l'on peut avoir ensuite de rémunération, mais c'est bien dans le cadre de l'entretien individuel que l'on suit et qu'on évalue les prestations réalisées par le collaborateur. Comme dans la dimension projet, on va dire, historiquement. Alors oui, par rapport à... Voilà, il y avait cette question, mais tu as déjà partiellement répondu. Hein, quelle reconnaissance pour les rôles? Et puis, il y a une autre question sous-entendue derrière. Enfin, elle n'est pas sous-entendue, elle est noire sur blanc aussi. Hein, mais est-ce que, dans le cadre des organisations matricielles, il n'y a pas ce risque d'être pris entre le marteau et l'enclume? Ah, mais je peux prendre. Ben, on va dire oui et non. On peut pas mentir. C'est-à-dire que, je veux dire, oui, potentiellement, mais comme n'importe quelle organisation, hein, au bout d'un moment. Et je vais dire non, puisque c'est à charge pour nous aussi de mettre en place l'ensemble des dispositifs qui permettent de réguler ces éléments-là. Et quand on disait tout à l'heure, les entretiens réguliers sont hyper importants. Aujourd'hui, ce qu'on nous pousse aussi, hein, et ça fait partie des éléments que Karine pousse aussi dans son rôle de coach, hein, c'est d'avoir des échanges réguliers. Échanges réguliers au sein de l'équipe, mais échanges réguliers aussi au-delà de l'équipe. Et c'est ça justement qui permet d'éviter cet effet de j'accumule, et puis à un moment là, je suis réellement entre le marteau et l'enclume. Et là, ça peut être compliqué. Et c'est peut-être juste pour, je sais pas si ça fera le mien, mais on est clairement sur, là on dépasse la dimension organisation et on est plutôt sur la dimension culture, posture, qui doit accompagner ce type de transformation. Oui, alors tu as déjà répondu, hein, qui est capable d'évaluer le travail du collaborateur? Il y avait cette question, son responsable hiérarchique ou le manager de projet. Je crois qu'on avait déjà quelques éléments de réponse que tu avais donnés sur ce sujet. Oui, tout à fait, c'est bien les deux. Hein. C'est bien les deux. C'est-à-dire que sur la production et sur les livrables, c'est clairement au niveau de la tribu que ça va décider. Hein. Après, sur le comportement, il y a ces attributs, mais aussi le responsable hiérarchique hein, qui a son mot à dire hein, par rapport à tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier que potentiellement, l'acteur qui est dans une tribu peut aussi avoir d'autres actions au sein de son collectif. Et ça, c'est son manager hiérarchique qui est aussi en capacité d'évaluer. Oui, donc il y avait les deux aspects, évaluation et valorisation, bien évidemment. Tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de cette première table ronde. Grand merci Karine et grand merci Sébastien de nous avoir fait pénétrer dans ce monde qui, pour les non-initiés, n'est pas tout à fait évident à comprendre. Donc, merci de nous avoir fait voyager à l'intérieur du fonctionnement concret de ces structures. Si vous voulez aller plus loin sur toutes les problématiques que nous venons d'évoquer autour de cette agilité modèle, vous pourrez vous référer au chapitre 2.1 et 2.2 de l'étude, dans laquelle on aborde de manière synthétique une petite revue exploratoire de quelques questions RH. En fait, il y en a 6 relatives à l'agilité modèle. D'abord, la question de l'évolution, voire de la redéfinition de la fonction managériale. Par ailleurs, l'importance des postures dans des équipes sans hiérarchie. La problématique de la régulation de l'activité et du rythme de travail dans ce type de fonctionnement. Tout ce qui est relatif aux fonctions et rôles dans les référentiels RH. La question du recrutement et de la composition des équipes, de l'allocation des ressources dans ce type de structure. Et puis enfin, la gestion des compétences et des expériences par les DRH. Voilà. Encore merci à Karine et à Sébastien. C'était intéressant d'avoir ce témoignage avec, de part et d'autre, si j'ose dire, quelqu'un qui vit les structures agiles de l'intérieur en tant que coach agile, et puis en
en regard de ces structures, le témoignage de responsables RH en charge de la prospective des métiers et des compétences. Voilà. Avec cette deuxième table ronde qui vient, nous allons aborder un autre versant de l'agilité. C'est celui de la transformation profonde des attitudes et des comportements, des postures relationnelles, autrement dit, une autre manière de concevoir et de vivre le travailler ensemble. Si seule une minorité d'entreprises est aujourd'hui engagée dans un projet d'agilité modèle à l'échelle, toutes sont confrontées au défi de la reconfiguration des relations de travail à un degré ou à un autre. Nombre d'entre elles sont engagées dans des programmes de transformation culturelle. Pour en parler, nous recevons Dominique Mauvelan en direct de Niort, qui ne doit pas être très loin de Sébastien et de Karine, et Aude Simon de Groupama Central, qui est à mes côtés, ou plutôt qui va me rejoindre tout de suite. Voilà, toutes les deux ont contribué à notre groupe de travail, donc merci d'avoir accepté l'une et l'autre, d'accepter de témoigner à cette table ronde. Dominique, vous animez la communauté des transformateurs à la direction des richesses humaines de la Maïf. En soi, c'est déjà tout un programme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela consiste et aussi, en quelques mots, qu'est-ce qui, dans votre parcours professionnel, a précédé cette activité présente? Alors, je vais essayer d'être rapide. Donc, bonjour à tous. Alors, communauté des transformateurs, c'est une communauté qui porte deux grandes activités. Une activité autour de l'université d'entreprise, c'est-à-dire le développement des compétences de l'ensemble des collaborateurs de la Maïf. Et une deuxième activité autour de l'accompagnement de la transformation culturelle, dont fait partie l'agilité, mais pour lequel on parlera beaucoup plus de posture que de pratique, comme l'ont fait juste avant Sébastien et Karine. Donc voilà pour ce qu'est la communauté des transformateurs. Et juste pour votre info, nous sommes une quarantaine de personnes pour un groupe de 8000 salariés. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Un parcours assez atypique, puisque je suis tout sauf une RH. J'ai commencé dans le monde commercial, où j'ai été conseillère dans le domaine de la gestion de patrimoine, puis ce qu'on appelait il y a une trentaine d'années un inspecteur des ventes. Ensuite, j'ai fait de l'accompagnement, de montée en compétences dans des grandes mutuelles de santé, puisque j'avais rejoint la Fédération de la mutualité française. Et puis, il y a maintenant 17 ans, j'ai rejoint la Maïf pour prendre ce qu'on appelait à l'époque le développement des démarches de vente, le savoir acheter plus que le vendre, puisqu'à la Maïf, on fait acheter nos sociétaires plus que leur vendre des produits. Et puis en 2015, j'ai été appelée auprès de notre directeur pour accompagner le programme d'Ancrer la confiance au quotidien. Et là, l'histoire commence. Derrière Ancrer la confiance au quotidien, une mission de 3 ans, je rejoins la RH pour en faire un sujet permanent avec l'accompagnement de la transformation culturelle. Et voilà. Merci Dominique. Aude, vous animez le programme Coopération, coopérer pour se transformer au sein de la DRH de Groupama. Je vous pose les deux mêmes questions qu'à Dominique. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors pour nous à Groupama, l'agilité c'est une absolue nécessité et c'est avant tout des comportements, un état d'esprit et des pratiques de coopération. Notre ambition c'est de viser l'agilité des comportements à long terme et aussi de mobiliser l'intelligence collective. Et l'histoire du programme est intéressante parce que c'est une histoire d'émergence. En fait, il y a plusieurs initiatives qui ont émergé depuis plusieurs années dans plusieurs endroits, différents endroits dans nos différentes entreprises. Et un jour, précisément il y a 3 ans, les responsables organisations du groupe se sont dit qu'il était temps de mobiliser l'intelligence collective ensemble. Et ils ont proposé ce dispositif qui est devenu depuis le programme Coopération, qui est un dispositif inter-entreprise, qui est réellement bottom-up et qui fédère les hommes et les femmes dans des communautés autour de 3 ambitions. La première, c'est de partager ce qu'on fait chacun de notre côté, de ne pas faire 10 fois la même chose. La deuxième ambition, c'est de capitaliser sur ce qui fonctionne déjà quelque part dans l'entreprise et de s'en servir. Et la troisième ambition, eh bien, c'est la volonté de construire ensemble. Et tout ça au service de plus de transversalité, de plus de créativité
de plus de plaisir et donc plus de performance. Alors, quelques mots sur votre parcours avant de prendre cette fonction. Alors moi, je suis à la DRH Groupama depuis plusieurs années. Et le rôle de la DRH dans le dispositif, donc notamment mon rôle, mais également le rôle de l'équipe cœur et de toutes les personnes qui y travaillent, eh bien, c'est de structurer le dispositif, de l'animer pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Merci. Alors, dans les années 60, il y avait un sociologue qui observait que les dirigeants d'entreprise se répartissaient en deux groupes. Il y avait ceux qui pensaient que la plupart des humains, en fait, font une aversion au travail, qu'ils doivent être contrôlés et qu'au fond, l'humain moyen n'aime pas beaucoup les responsabilités et préfère être dirigé. Et puis, il y avait un deuxième groupe qui pensait au contraire que l'homme, non seulement généralement accepte, mais en plus recherche les responsabilités et que partant de là, il est préférable de laisser les gens s'auto-organiser. Pour le chercheur, les deux points de vue contenaient une part de vérité. Le sociologue considérait que si les individus sont placés dans des conditions de défiance et de contrôle, ils développeront naturellement des attitudes de retrait et de passivité. Si les mêmes individus étaient placés dans des conditions où on développait naturellement, dans des conditions qui ne contrarient pas l'envie naturelle, on développera des comportements de coopération et d'engagement tout aussi naturellement. Aude, Dominique, au travers de vos programmes, des programmes dont vous avez l'expérience maintenant quand même depuis, avec un peu de recul, cette pensée de ce sociologue qui s'appelait MacGregor et dont la théorie est restée dans les livres sous le nom de théorie X et théorie Y, est-ce que cette théorie du siècle dernier est toujours d'actualité? Qui commence? Aude? J'y vais. En fait, nous, dans le programme coopération, ce qu'on a observé, c'est ce sont ceux qui entravent le plus les comportements à la coopération, eh bien, ce sont les barrières, ce qu'on appelle les barrières qui sont de plusieurs types. Ça peut être des barrières structurelles, organisationnelles, comme par exemple les organisations en silo, les périmètres étanches. Ce sont aussi des barrières mentales, comme les habitudes, des gens qui disent on a toujours fait comme ça, ou des gens qui croient que faire différemment, c'est pas possible. Et puis il y a aussi un troisième type de barrières qui sont des barrières plus psychologiques, celles qui nous empêchent d'oser, de ne pas essayer, de ne pas s'exposer. Donc une fois qu'on a compris ça dans notre programme coopération, eh bien voilà ce qu'on fait pour, au contraire, favoriser la coopération. Il y a vraiment trois choses constamment qu'on fait dans le programme. La première, c'est expérimenter. Parce que, et ça c'est un mot fort chez nous, parce que c'est important, quand on expérimente, en fait, on fait un premier pas et on a bien l'occasion ensuite d'ajuster, de revoir, et on a fait quelque chose réellement. Le deuxième mot-clé pour nous, c'est tester. Parce que tester, en fait, c'est prendre des risques très mesurés. Ça permet de s'arrêter et c'est toujours possible de recommencer. Alors, expérimenter et tester, c'est deux notions différentes. Hein. C'est très proche, mais expérimenter, on se met vraiment dedans. D'accord. Et le troisième mot, c'est aussi un verbe, c'est apprendre, parce qu'on porte une grande attention à l'apprentissage. Ce qu'on aime dire, c'est que c'est en faisant qu'on apprend, et on apprend aussi les uns des autres. Merci Aude. Dominique ? Alors, nous, on s'est d'abord attaché aux postures et comportements avant de toucher les organisations. Et on a observé le management, la culture managériale qu'on avait dans l'entreprise. Et sans être dans la logique X de penser que les gens sont juste là pour faire des tâches et n'ont pas de... Allez, je vais faire simple, n'ont pas de cerveau. En fait, on était quand même dans un management très paternaliste. Donc, le travail qu'on a fait, c'est d'amener nos managers à lâcher prise et à être sur une posture beaucoup plus de vous êtes là pour donner envie, faire en sorte de donner les moyens à vos collaborateurs et surtout faire en sorte que tout ça, ça soit possible. Donc, on s'est beaucoup attaché au lâcher prise et montrer en fait la vertu de responsabiliser les collaborateurs. Et derrière responsabilisation, c'est pas délégation. C'est pas j'ai des responsabilités que je délègue, c'est je donne des responsabilités à mes collaborateurs. Et on se rend compte que au fur et à mesure des années, dans les équipes où les managers ont vraiment lâché prise et responsabilisé les collaborateurs,
il y a finalement forcément toutes les idées des collaborateurs pour pouvoir réaliser des choses fait que l'entreprise est beaucoup plus puissante. Donc, le manager, on l'attend pour poser une vision et poser un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, il faut qu'il y ait la liberté du collaborateur pour faire comme il l'entend, pour pouvoir être à l'atteinte de ses résultats. Donc après, par rapport à la théorie XY, il faut aussi faire un peu attention parce que avec l'expérience, tous les collaborateurs n'ont pas forcément envie d'être responsabilisés. Donc, il va y avoir en fait, cette flexibilité nécessaire du manager pour s'adapter aussi à la capacité du collaborateur à être responsabilisé complètement ou partiellement. Puisqu'en fait, il ne faut pas non plus mettre en difficulté certains qui sont à l'aise quand le manager leur donne des tâches. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a cette complexité d'adaptation du manager qui est extrêmement importante. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le bénéfice de si on fait confiance, les collaborateurs sont engagés. S'ils sont engagés, ils sont performants. Et aujourd'hui, je pense que nous, on arrive à pouvoir démontrer ça. Et d'autant plus, en fait, que des enquêtes nous laissaient montrer que quand les collaborateurs sont responsabilisés, ils vont bien au-delà de ce que le manager avait pu imaginer au départ. Et donc, une vraie vertu dans cette responsabilisation. Merci Dominique. Alors, il y a un autre thème, enfin dans le groupe de travail, dans les échanges, on a vu un autre thème émerger, alors pas forcément formulé directement, mais qui traversait un peu tous les débats, c'est quand même ce sujet de la participation des salariés. Et donc, sur ce thème sur cet autre thème intimement lié à l'agilité, voilà ce qu'écrit une philosophe qui s'appelle Joëlle Zask. En art, en politique, à l'école, dans l'entreprise, dans la presse ou sur le web, une même injonction est adressée à chacun. Participer. Oui, mais à quoi et dans quel but? Que signifie, que sous-entend, qu'engage la participation? Sait-on ce que participer veut dire? Rien n'est moins certain. Alors, dans les entreprises, depuis les années 70, le mot, mais aussi l'idéal de la participation a été décliné dans les discours sur bien des modes. Et la philosophe de nous mettre en garde entre la réunion où l'on participe sans mot dire, en passant par le rôle que l'on n'a pas défini mais que l'on occupe, jusqu'aux pages blanches que l'on a effectivement le pouvoir d'écrire, on ne parle pas de la même chose. Quand participer se borne en définitive à faire figure de participants dans un environnement qui n'a en rien été choisi, dont les enjeux nous échappent et dont les finalités ne sont pas les nôtres, il vaudrait mieux utiliser un autre terme que participation. Oh, Dominique, au travers de votre expérience de ces programmes, à partir de quand estimez-vous, vous, qu'il est légitime d'utiliser ce terme de participation? Dominique? Alors moi, je préfère le mot coopération que participation, mais c'est pas grave. On va quand même mettre... Groupama aussi. Ah, ça tombe bien. En fait, pour moi, dès le départ, c'est-à-dire que pendant des années, et si on reprend le modèle XY de tout à l'heure, tout descendait du manager et il arrivait avec une feuille de route écrite et je vous attends sur. Dès l'instant qu'on veut responsabiliser et qu'on y met quelque chose que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ce qui est important, le droit à l'erreur ou le droit à l'apprentissage, du coup, les collaborateurs, ils sont dans la participation et la coopération, dans l'écriture même de la feuille. C'est-à-dire que autant les managers ont la responsabilité de porter une vision et un cadre, autant l'écriture du comment, il faut que, pour moi, les collaborateurs ils soient dans l'implication dès le départ. Et on se rend bien compte que quand on va chercher par des groupes d'expression ou de travail collaboratif les idées des collaborateurs, il y a des idées mais qui sont juste géniales, quoi. Et il faut se laisser surprendre. Et du coup, j'ai envie de dire, pour les managers qui pensaient que tout devait sortir de leur tête et qui potentiellement peuvent s'épuiser à vouloir toujours tirer, là, le fait de pouvoir pousser et dire « vas-y, exprime-toi », c'est un gros bénéfice. Donc, la participation, c'est au premier jour. Merci Dominique. Aude? Tout à fait d'accord avec les propos de Dominique, parce que, oui, c'est vrai, on entend souvent cette injonction, et parfois même, on voit ce faux participatif pour de vrai. Et en fait, ce qu'on a observé, nous, ce sont deux choses. C'est que, en fait, ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve.
La réponse, en fait, varie selon le contexte dans lequel on se trouve. Et parfois, il est plus favorable de faire participer les gens. Et puis, parfois, il est plus favorable de ne pas les faire participer ou de ne pas les faire trop participer. Et puis, la deuxième chose dont on est convaincu, c'est qu'il n'est jamais recommandé de faire du faux participatif parce que ça, c'est déceptif et c'est contre-productif à long terme. Alors, oui, est-ce qu'il y a quelques mots oui. clés? En fait, donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur ces sujets-là, et quelque part, le programme coopération, on travaille dans des situations dans lesquelles il y a une haute intensité de participation. C'est-à-dire, il y a une forte exigence qui est posée, une forte exigence sur la participation. Et on sait que ce niveau d'exigence, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le temps, c'est pas 100% du temps, et c'est pas 100% des cas. Et parfois, même, c'est pas nécessaire. Et parfois, c'est trop difficile à atteindre, donc on préfère ne pas faire et faire autrement. Et donc, on s'est demandé, mais comment faire du vrai bon participatif, du participatif à haute intensité? Et je vous propose de partager 4 éléments qui nous sont venus. Alors, ce sont les éléments qui sont importants pour nous, hein. Ça peut dépendre des situations. Et probablement, l'élément le plus important, c'est le choix. Pour nous, il est important de prendre conscience de ce qu'on fait et d'avoir conscience du contexte dans lequel on agit. Et le plus bel exemple, en fait, c'est la définition de coopération telle que nous, on l'a définie dans le programme, qui est de choisir d'agir ensemble pour réussir ensemble. Et là, on met vraiment en lumière le fait que le choix est primordial. On choisit d'agir ensemble. Quand on coopère, on choisit d'agir ensemble. Le deuxième élément, qui est super important pour nous, c'est la vision partagée. Et si je prenais une image, ça serait un peu comme l'étoile qui brille dans le ciel pour une équipe projet. Une fois qu'on a compris la même chose, une fois qu'on a une vision qui est partagée, alors ça devient possible d'avoir des marges de manœuvre, de faire confiance, parce qu'on sait bien qu'il y a plusieurs chemins et que les personnes vont prendre plusieurs initiatives, mais on sait bien que si on a tous la direction qui est l'étoile dans le ciel, alors on va y arriver. Donc ça, c'est super important pour nous. Autre chose qui, pour nous, est important, c'est de prendre en compte ce qui est dit. Et ça, c'est très exigeant, parce que ça paraît simple, mais en fait, il faut écouter correctement ce qui est dit. Ensuite, il faut l'intégrer, l'ajuster, faire évoluer les plans qu'on avait avant d'entendre ce nouvel élément qu'on souhaite prendre en compte. Et puis, il y a aussi le corollaire, c'est-à-dire que ça veut aussi dire ce qu'on a à dire. Et ça, c'est pas toujours évident. Merci Aude. Enfin, je voulais ajouter, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais il y a un élément qui est important aussi à nos yeux, c'est la transparence. C'est-à-dire, quelque part, ça se traduit par dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et ça aussi, c'est super important. Merci. Je me tourne vers Norbert. Il y a des questions. Oui, effectivement, un certain nombre de questions. Une première question qui est comment est-ce que l'on protège les salariés qui sont inclus dans ces nouvelles communautés pour les protéger des différents risques qu'ils traversent. J'en profite pour rallonger un peu la question, puisque Dominique tout à l'heure parlait de droit à l'erreur. Donc je ne peux manquer de relier les deux ensemble. Comment est-ce qu'on anticipe finalement et qu'on prend en compte les risques inhérents à ce changement de paradigme finalement? Comment est-ce qu'on concrétise ce droit à l'erreur? Puis un complément de questions aussi, troisième sous-partie, parce que ça me semble bien aller ensemble, c'est et ceux qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à se retrouver finalement dans ce nouvel univers de référence. On parle de changement de paradigme, ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement profond, c'est une perte de repère général. Ils deviennent quoi, ces personnes-là? Qu'est-ce que l'on fait avec eux? Dominique? Alors, on commence par quoi? Par la mesure des risques. Donc, nous, en fait, on mesure le climat social régulièrement avec un certain nombre de questions qui nous permettent de savoir où en sont les collaborateurs, aussi bien au regard des attendus du management, mais sur un certain nombre d'items aussi, en lien avec l'épanouissement, en lien avec la charge de travail, enfin, un certain nombre de volets, et qui nous permettent derrière de mettre des plans d'action soit au niveau des équipes, soit au niveau de l'entreprise. Et pour faire le lien avec le droit à l'erreur, c'est un mot qu'on a employé au début, que j'emploie encore,
mais on préfère aujourd'hui parler du droit à l'apprentissage parce que le problème de l'erreur et de la faute, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de faute, on a le droit à l'erreur et c'est en fait le problème de la traduction du test and learn. Donc du coup, nous aujourd'hui, on préfère parler de droit à l'apprentissage. En tout cas, des erreurs, on en a fait. On en a fait pas mal. Et notamment, si je reprends le lien avec la co-construction et la coopération, au départ, on a laissé penser que tout était co-construction. Et donc, du coup, un certain nombre de collaborateurs ne comprenaient pas que leurs idées n'étaient pas prises. Et donc, il a fallu aussi qu'on admette qu'on s'était trompé. Et le fait que les équipes qui accompagnent, mais aussi les managers, osent dire, ben voilà, on a pris des orientations, c'est pas forcément les bonnes, et on va s'ajuster, eh bien ça permet aussi aux collaborateurs d'être plus à l'aise. Et Sébastien et Karine auraient pu en parler aussi. Le modèle agile qu'ils ont présenté tout à l'heure, c'est pas la première copie. Hein. On a essuyé les pattes, on plâtre, on s'est trompé, on a ajusté. Et là, ils ont présenté une version assez mature. Mais on a des choses qui étaient loupées, y compris avec certains collaborateurs qui ne s'y retrouvaient pas. Il faut accepter que certains collaborateurs ne s'y retrouvent pas et on a la chance, comme le disait Sébastien, d'être dans une entreprise qui a des structures organisées très agiles et d'autres qui le sont moins, mais pour autant, on a quand même une culture de comportement et de pratique en termes de responsabilisation et d'agilité. Et là, du coup, on s'y retrouve. En général, quand les gens ne s'y retrouvent pas, c'est plutôt dans les organisations. C'est pas le modèle organisationnel qui est difficile. C'est plutôt le modèle organisationnel qui est difficile, ce ne sont pas les postures. Voilà ce que je pouvais dire et j'espère avoir répondu à la question. Merci Dominique. Aude, sur le même point. Peut-être un complément de notre côté par rapport aux propos de Dominique. Dans le programme coopération, c'est vraiment basé sur l'envie. Les gens ont envie de faire, donc ils rejoignent les communautés. Ce qu'on leur demandait jusqu'à présent, c'était de s'assurer que leur manager était au courant et que ils avaient l'accord de leur manager et que la DRH était également au courant dans leurs entités. Et au fur et à mesure que le programme augmente de maturité, on voit que ce qui commence à apparaître, ce sont les collaborateurs et les facilitateurs de coopération qui demandent à leur manager d'avoir un pourcentage de leur objectif annuel, de leur mission annuelle, spécifiquement inscrit pour la coopération. Et ça, on sait alors qu'on est en train de gagner quand ça se passe comme ça. Très bien. Norbert ? Oui, alors peut-être pas une question, mais une remarque. Quelqu'un qui pratique visiblement les organisations agiles, qui dit qu'il est effectivement essentiel d'être clair et concret sur les rôles et les objectifs, sous peine de créer l'incompréhension et de stresser les salariés. Essentiel aussi de rester centré sur les métiers. Alors c'est intéressant cette dimension-là, parce qu'on l'a peu entendue. Alors c'est moi qui me permets de rajouter une question. On a parlé des postes, des emplois repères, des fonctions, des rôles, mais il y a aussi le métier, et nous, ça nous intéresse diablement dans un observatoire des métiers. Alors peut-être qu'on a une définition du métier qui est davantage sociologique du terme, mais c'est peut-être finalement un fil conducteur, un point de repère qui peut faire sens chez les collaborateurs et qui permet justement de transcender les organisations et les méthodes de travail pour être un point d'appui, une espèce de phare dans la brume. Oui, tout à fait. Moi, je réagis de suite parce qu'en fait, dans le programme coopération, on ne se pose pas juste des questions, on agit. Et en fait, on travaille ensemble et on travaille différemment. On propose des nouvelles manières de travailler ensemble sur des problématiques et sur des questions ou des projets métiers. Et ça, en fait, quelque part, ça nous assure que ce qu'on fait est utile et pertinent et que ça sert. Et au-delà des rôles agiles, dans les équipes, elles sont pluridisciplinaires et on va bien chercher une somme d'expertise. Donc là, on retrouve bien l'intérêt du métier et le fait de cette complémentarité des métiers. Et on parle beaucoup des collaborateurs, mais j'ai envie de dire que dans notre modèle, les gens les plus perdus aujourd'hui, ce sont les managers. C'est pour eux que c'est le plus difficile de trouver leur place et de comprendre en fait qu'on les attend sur autre chose. Autre question ? Pas mieux à ce stade. Très très bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier vraiment Dominique et Aude de ces témoignages. Quand vous lirez l'étude, vous trouverez notamment dans l'annexe de l'étude les synthèses de leurs interventions
et contributions au sein de notre groupe de travail, si vous voulez aller plus loin. Et puis, de la même façon qu'il y a 6 questions ou thématiques dans l'étude qui explorent toute la thématique de l'agilité modèle, il y en a 6 autres qui balayent tout ce qui a émergé dans nos discussions du côté de l'agilité expérience. D'abord, comment travailler sur les postures, vaste défi. La question absolument essentielle qui est revenue en permanence sur le feedback ou l'épreuve d'un nouveau travailler ensemble. Également, la question de la redéfinition des limites pour prévenir les risques de dérive de l'agilité. On a vu que l'agilité correspondait à des aspirations bien certaines des salariés, mais que pour certains d'entre eux, elle pouvait être une source de perturbations, voire de problèmes. Donc, comment éviter et sur quoi faut-il être vigilant? Et puis, 3 autres questions sur la place de l'agilité dans les entretiens RH. Quelles échelles et critères de reconnaissance de l'agilité? Et puis, au temps de l'agilité, ce par quoi nous avons animé une partie de la table ronde, c'est-à-dire qu'est-ce que participer ou qu'est-ce que coopérer veut dire lorsque on met derrière ce terme une réelle exigence. Voilà, merci encore Aude et Dominique de votre témoignage. Alors, en conclusion de ce vaste sujet, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous ces témoignages disent l'importance des transformations des métiers de l'assurance. Au-delà de notre branche, certains observateurs évoquent même un changement de paradigme. Si changement de paradigme il y a, sa gestation semble devoir être longue. Entre l'optimisation de modes de fonctionnement éprouvés et l'expérimentation ou le déploiement de nouveaux modèles, la variété organisationnelle de l'assurance pourrait devenir encore plus importante dans les toutes prochaines années qui viennent. Sur fond de cette variété, cependant, tous les acteurs de la place semblent partager le même défi de définir un nouveau travailler ensemble. Face aux exigences de l'accélération, du décloisement et de la coopération dont Blaise nous a parlé, les salariés sont de plus en plus sollicités sur le terrain de l'engagement et de leur capacité à interagir et à collaborer efficacement avec les autres. Ces évolutions répondent certainement aux aspirations d'un grand nombre de collaborateurs, notamment parmi les plus jeunes. Elles ne sont pas non plus exemptes de risques et de dérives potentielles qui peuvent susciter quelques craintes. Alors, on observera comment les entreprises répondent à ces aspirations, tout en accompagnant ceux dont les habitudes seront les plus contrariées par les nouvelles valeurs et pratiques du nouveau travailler ensemble. Merci à tous pour votre attention.